Donc bienvenue dans cette nuit de la lecture qui va courir de Tokyo à Paris sur les fuseaux horaires. C'est une nuit et c'est un événement qui est dédié à Tiffaine Véron, cette jeune femme qui a disparu le 29 juillet 2018 à Nikko. Et que depuis, sa famille cherche désespérément, et avec beaucoup de questions qui, pour l'instant, sont restées sans réponse. Cette soirée est dédiée à Tiffaine, elle est aussi dédiée à l'association Unis pour Tiffaine, et en espérant pouvoir aussi la soutenir. Vous savez que si vous suivez un petit peu sur la page Facebook, l'historique de l'association, vous savez que récemment la famille a engagé un nouvel avocat, enfin une nouvelle équipe d'avocats et un détective privé international, et que donc la famille s'engage dans une investigation privée. Cette investigation, évidemment, va générer beaucoup d'efforts et beaucoup de frais, et si cette nuit de la lecture peut permettre à des personnes qui connaissaient pas encore cette histoire de se sensibiliser à cette histoire, éventuellement d'aller voir sur le site de l'association Unis pour Tiffaine, dont je vais vous mettre peut-être un lien quelque part. Attendez. C'est pas parce que je regarde des streams sur Twitch que je suis encore aussi réactive que tous ces jeunes gens que j'aime bien. Voilà. Je vais vous la mettre en commentaire, l'adresse de l'association. unipourtiffaine.org. Voilà, donc si cette histoire vous touche, si c'est la première fois que vous en entendez parler, eh bien vous pouvez aller voir sur l'association, sur le site de l'association. Il y a tous les détails, et puis si cette histoire vous touche au point d'avoir envie d'aider cette famille, avec même très peu de moyens, tous les soutiens sont les bienvenus, tous les dons sous toutes les formes sont les bienvenus, donc n'hésitez pas à contribuer comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez. Voilà. Vous avez, si vous le souhaitez le faire, toutes les indications sur le site pour faire un don à l'association, ou même pour adhérer à l'association. Voilà. Donc cette soirée va être consacrée en première partie à la lecture, à l'écoute de la lecture de nombreux proches de Tiffaine, dont son frère, sa sœur, sa maman, sa marraine, ses cousines, ses tantes. Et ensuite, nous passerons à... Donc, je ne sais pas dans combien de temps, parce que je ne sais pas combien de temps ça prend tout ça. Nous passerons ensuite à un autre volet de cette nuit de la lecture qui est consacré à vous faire découvrir un site créé au Japon qui s'appelle... Je vous mets ça en commentaire, en commentaire aussi. Nouvelledujapon.com. Voilà. C'est un site qui a été... non, ça va pas marcher mon truc là. Attendez, je recommence. Mais si, ça a marché. Très bien. Alors, nouvelledujapon.com. C'est un site qui a été créé par... une traductrice française qui s'appelle Myriam Dartois Ako, et que vous allez voir, vous allez rencontrer ce soir, en tout cas en vidéo. Ce sont des auteurs de nouvelles japonais qui acceptent de céder quelques-uns de leurs textes à des traducteurs français qui traduisent du japonais en français, et donc tout le monde travaille bénévolement sur cette plateforme, et donc c'est un site qui traduit essentiellement des nouvelles et des feuilletons en japonais. Donc ce soir vous aurez les 9 épisodes, et peut-être le 10e si j'ai encore l'énergie de vous le lire en direct, du feuilleton Sakurajima,
que vous pourrez en tout cas lire à tête reposée dans son intégralité sur le site. Et puis aussi, nous écouterons 3 nouvelles qui seront lues par des lecteurs amateurs, des professionnels, des comédiens, des artistes, des journalistes et des gens qui tout simplement aiment la littérature et la lecture. Voilà. Et enfin, si je suis encore debout, nous terminerons ce petit voyage entre les fuseaux horaires par une séquence poétique. Nous ferons un petit passage en poésie japonaise et vous entendrez lire des haïkus modernes et puis des haïkus traditionnels en japonais et en français. Voilà. Pour commencer cette longue nuit, ce marathon de lecture, je vous propose d'écouter un extrait qui va être lu par Damien. C'est un extrait du premier jet du livre que Damien a entrepris d'écrire depuis la disparition de Tiphaine pour raconter ce long combat que la famille mène maintenant depuis 2 ans et demi. Alors je vous laisse avec Damien si tout va bien. Damien, c'est à toi. Hop, ça marche. Damien, frère de Tiphaine, je vais vous écrire un extrait d'un premier jet du livre que j'ai écrit concernant notre combat qu'on mène depuis plus de 2 ans et demi maintenant pour retrouver Tiphaine. Après avoir stationné leur voiture sur le parking des Kamangafuchi Abyss, les policiers nous invitent à les suivre en direction de l'alignement de Bouddha. Très vite, je me fais la réflexion que les chemins sont bien entretenus et encore mieux balisés que l'on aurait pu l'imaginer. Des garde-corps sont placés aux endroits considérés comme dangereux et des panneaux avec des dessins illustrent le danger potentiel. Tiphaine, passionné des codes culturels japonais depuis des années, le sait parfaitement. Au Japon, vous ne vous faites pas remarquer en bravant les interdits. Je ne la vois absolument pas prendre de risque de sortir des sentiers battus. Cependant, les policiers nous font prendre un chemin pas vraiment réglementaire pour s'approcher de la rivière. Les touristes s'aventurent quelquefois sur des parois rocheuses où se dresse un abri en bois pour y prendre des photos. La rivière est translucide avec de jolies cascades. Le courant semble puissant, mais plus tard, je verrai tout de même des adolescents et des jeunes hommes se baigner à cet endroit. Un peu plus en contrebas de ces gorges, j'ai aussi aperçu des enfants en train de jouer dans la rivière. Il n'y a aucun fond, ce qui permet de voir les cailloux polis par le courant. Face à nous, par terre, le foulard. Voilà le foulard. Tiphaine-san est tombée ici. Tout en mimant le geste, peut-être s'est-elle trop approchée du bord en voulant faire une photo et a dérapé. Il semble sûr d'eux. De notre côté, on s'interroge. Êtes-vous certain que ce foulard appartient à Tiphaine? Dans ces cas-là, il faut tout de suite le prendre avec vous. C'est une preuve importante. Un policier nous regarde estomaqué. Non. Au Japon, il est interdit de ramasser un objet. Son propriétaire doit pouvoir le retrouver s'il revient le chercher. À côté du carré de coton, il y a aussi un petit carnet, le genre de brochure distribuée par l'Office du tourisme, en l'occurrence en coréen ou en chinois. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. La situation nous paraît absurde. Comment peut-on laisser ce qui pourrait être une pièce à conviction se dégrader à l'air libre? Mais peu importe. S'ils pensent que Tiphaine a pu tomber dans la rivière, dans ces cas-là, il est urgent de programmer des recherches. J'évoque avec eux l'intérêt de faire appel à des plongeurs, et même à des chiens au plus vite. En m'emballant ainsi, sans le savoir, je vais commettre un impair. Aux yeux des policiers, ces suggestions sont de l'ordre de l'affront. Comment ce Français tout juste débarqué au Japon peut-il se permettre de leur dire quoi faire et comment le faire? Ils ne nous ont pas attendus pour faire des recherches et n'ont d'ordre à recevoir de quiconque. Leur réaction est frileuse. Les pêcheurs nous avertiront s'ils trouvent quelque chose. Avec des bruits de bouche, bruyants, dignes d'un manga, ils expliquent que le niveau de la rivière est monté haut et que son corps peut très bien avoir été transporté jusqu'à la mer. Après une discussion de sourds concernant le foulard et les recherches à entreprendre, nous laissons le tissu sur place
et nous les suivons cette fois à l'hôtel où a séjourné Tiphaine. Dans un message sur notre groupe WhatsApp, Tiphaine nous avait dit qu'elle avait été accueillie chaleureusement par le propriétaire de l'hôtel, précisant que celle-ci avait été ravie de l'attention qu'elle avait eue pour elle. Le nom Torteline vient du fait que Madame F collectionne des tortues. Tiphaine lui avait donc réservé un cadeau sur mesure. Une petite tortue en peluche. À notre arrivée, la police nous présente à l'hôtelier, comme les frères et sœurs de Tiphaine. Son visage se décompose et son regard se fige. Monsieur F est complètement désarçonné. Sa femme est là aussi sur ses gardes. Elle se tient debout, à côté de son mari, attablé devant nous. On voit la petite peluche tortue qui a été ajoutée dans sa collection dans le réfectoire. Là où Tiphaine a été vue pour la dernière fois en train de prendre son petit déjeuner. Dernière preuve tangible de la présence de notre sœur dans cet univers déconcertant. Sibylle demande à voir l'objet. La propriétaire va le chercher à contre-cœur et le pose sur la table sans aucune délicatesse. Son hostilité est palpable et assez déroutante. Les échanges sont un peu laborieux, gênés, la conversation n'est pas fluide. Nous demandons au propriétaire de nous raconter ses derniers souvenirs de Tiphaine, puisque c'est lui, le dernier témoin de l'avoir vue. À quelle heure Tiphaine a-t-elle quitté l'hôtel? Il répond vers 10h30. Il lui a dit « Kiwokutsukete », une formule d'usage au Japon qui signifie « soyez prudente ». Il ajoute qu'il n'a pas vu dans quelle direction elle allait à cause des véhicules garés à l'avant de l'hôtel et obstruant les fenêtres. Avant de partir, il explique que Tiphaine a pris son petit déjeuner dans la salle commune à côté d'un couple d'Allemands. Nous demandons alors à l'hôtelier et à la police si ces personnes ont été contactées. Non, il ne faut surtout pas déranger les clients de ce monsieur. Nous comprenons que la tranquillité et que la réputation de l'hôtel sont en jeu, mais cette fois c'est nous qui nous décomposons. 6 jours après la disparition de Tiphaine, il n'y a pas l'ombre d'un indice et les dernières personnes à lui avoir parlé n'ont pas été interrogées. Nous parvenons à un accord. Si les Allemands lui en donnent l'autorisation, l'hôtelier pourra nous transmettre leurs coordonnées. Heureusement, cet aubergiste parle bien anglais, ce qui nous permettra de pouvoir échanger directement avec lui à l'avenir. Monsieur F est originaire de Nikko. Il a repris l'hôtel de ses parents avant d'en ouvrir un second, l'annexe Turtle, juste à côté du parking des Kamangafuchi Abyss. D'ailleurs, il vit là-bas avec son épouse. Le Torteline, c'est le domicile de sa fille. Elle y a une chambre à l'étage. D'après nos informations, Monsieur F est une figure locale, impliquée au conseil municipal. Il aurait fondé le réseau d'auberges traditionnelles à travers le Japon et préside une association d'alpinistes. Le mois suivant, la disparition de Tiphaine, il serait d'ailleurs parti plusieurs jours en randonnée. En résumé, un homme dynamique et sportif. C'est compliqué de se faire un avis objectif sur cette première rencontre, surtout que je connaissais très peu de Japonais à cette date. Ce qui est certain, c'est que contrairement aux personnes que je rencontrerai ultérieurement, son attitude m'a semblé assez étrange. Celle de sa femme également. De manière générale, les Japonais me semblent avenants et serviables, et nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à abréger une discussion par politesse. Tout le contraire de l'hôtelier, à mes yeux. Alors que nous commençons nos propres recherches aux alentours de l'hôtel, nous le croisons assez fréquemment, puisqu'il promène chaque jour son chien, Chocolat, dans les environs. Sans être paranoïaque, son attitude me paraîtra plus que surprenante. Par exemple, un jour, après m'avoir croisé, il se retourne sans cesse pour vérifier s'il n'est pas suivi. Par peur de représailles peut-être? Une autre fois, je le rencontrai un peu à l'écart des habitations avec Sibylle, mais sans mon frère cadet. Il nous interpellera les yeux écarquillés en nous désignant avec 2 doigts. Hi Roland? Where is your brother? Where is your brother? Je me souviendrai toujours de son expression paniquée. Ce jour-là, Stanislas était parti vérifier la disposition des caméras dans l'enceinte du Toshogu. Nous quittons l'hôtel sur cette impression de premier contact troublant. Il est 19h environ, la nuit est déjà tombée, quand nous arrivons au commissariat où nous attend le chef de l'enquête de la section de Nikko, Watanabe. Le commissariat de Nikko se trouve près de la gare, dans un bâtiment datant des années 80. Une sorte de grand bloc blanc, à l'intérieur crème défraîchie. À l'entrée, derrière un comptoir d'accueil, il y a un grand open space,
On peut voir une vingtaine de policiers s'affairer derrière leurs écrans. En montant les marches, nous apercevons ce qui doit être la salle de crise. Une vaste pièce avec un grand tableau sur lequel sont épinglés les photos et les documents relatifs à l'affaire Bellon-san. Bellon étant la façon en japonais de prononcer notre nom de famille, Véron, et san, un suffixe marquant la politesse vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu. Un officier ferme vite la porte de la pièce tout en faisant un petit salut de la tête. Ce QJ avait l'air tout droit sorti d'un film policier. Les lieux sont vétustes, mais leur travail me donne l'impression d'être appliqué. On nous fait finalement entrer dans une salle de réunion au 2e étage. Là non plus, nous ne le savons pas encore, mais c'est dans ce décor austère que nous passons de très nombreuses heures au fil des mois. J'attends beaucoup de cette discussion au calme dans un bureau. Pour l'instant, je ne suis pas du tout rassuré entre la piste du foulard bancal et la curieuse réaction de l'hôtelier. Et puis, nous voulons comprendre ce qui a été entrepris de manière concrète depuis la disparition de Tiffen. Des témoins ne semblent pas avoir été interrogés, et sur le terrain, quelle a été la portée réelle des recherches? Watanabe-san est un grand brun, la quarantaine peut-être. Il a un côté shérif japonais, et contrairement aux policiers qui nous ont accompagnés durant l'après-midi, il est beaucoup moins détendu. Il nous explique qu'il a passé beaucoup de temps à visionner des images de vidéosurveillance, des caméras des lieux publics, des sanctuaires ou encore des bus. Un travail considérable qu'il nous explique après avoir dormi sur place et ne pas être rentré chez lui depuis 3 jours. Tomoko, l'interprète, nous dira qu'en réalité, il est fréquent qu'il reste dormir au commissariat car sa maison est très loin de Nikko. Il sort ensuite de son classeur une photo de Tiffen datant du samedi soir, prise par la caméra d'une supérette, à son entrée vers 19h. Son sourire est immense, elle rayonne, son enthousiasme est frappant. Pour le dimanche, par contre, ils n'ont plus rien. Tiffen n'apparaît sur aucune caméra de surveillance. Alors, l'enquêteur revient à la thèse de la noyade. L'officier devant moi me répète que la rivière était en crue à cause de typhon Jondari. Il n'a pas vérifié les chiffres, moi non plus. Pas encore, mais selon lui, le niveau de la rivière est énormément monté. Par contre, il estime qu'il est peu probable que le corps ait été emporté jusqu'à la mer, puisque sur les derniers kilomètres de la rivière, avant la mer, il y a énormément d'habitations, permettant très facilement de repérer un corps. Des pêcheurs ou des promeneurs verront bien quelque chose. J'écoute avec attention son analyse, avant de réitérer ma demande. S'il pense que Tiffen est tombé dans la rivière, il est logique de sonder et d'organiser des recherches le long des berges. Difficile de leur fournir des arguments solides pour les convaincre à ce moment-là, malheureusement. Ils ne manqueront pourtant pas à l'avenir. La rivière n'étant absolument plus en crue le dimanche matin, et puis les infrastructures sont nombreuses sur cette rivière d'Aiwa. Barrages, brises courants sont autant d'obstacles au passage d'un corps. La rivière a aussi peu de fond sur des kilomètres et des kilomètres, et son lit s'élargit progressivement. Des corps y sont retrouvés régulièrement échoués sur les rivages. Des pêcheurs, notamment à la suite d'une chute mortelle, car la pêche est un sport national au Japon et en aval de Nikko, il y a plusieurs spots connus. Bref, si Tiffen s'est noyé, son corps est peut-être coincé quelque part près d'ici. Je suis désarmé, et face à moi, c'est une fin de non-recevoir. Les policiers ne voient pas l'intérêt d'étendre leurs recherches. Devant ce nouveau refus, je commence à perdre mon sang-froid. La noyade n'est pas la seule explication possible à la disparition de Tiffen. J'insiste donc pour que des battues soient organisées dans les forêts environnantes. Très bien, vous ne voulez pas examiner les abords de la rivière, mais il faut au moins faire des recherches avec des chiens en partant de l'hôtel pour retrouver sa trace. Imaginez qu'elle se soit perdue ou qu'elle soit tombée dans une crevasse lors d'une promenade. Elle doit attendre qu'on vienne la secourir. Déjà 1 semaine s'est écoulée. Il faut agir au plus vite. Tomoko a alors un petit rire aigu. À l'époque, je ne comprenais pas qu'on puisse rire dans un contexte tendu, mais dorénavant, avec mon expérience du Japon, je comprends que cela soulignait avant tout une gêne. Légèrement mal à l'aise, l'interprète traduit mon désarroi. Watanabe s'énerve à son tour. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Une voiture de police a été envoyée dans chaque lieu noté par votre sœur. Tant qu'il n'y aura pas de nouveaux indices, nous ne ferons pas de recherche. Sibylle est à cran, elle réplique. Quelqu'un de malveillant a peut-être fait du mal à Tiffen.
Et si Tiphaine avait fait une crise d'épilepsie et qu'un témoin avait paniqué au lieu de lui porter secours? Le taulier, par exemple. Watanabe se crispe. Le taulier est un homme bien, il n'est pas coupable. Mais ne faut-il pas chercher des indices pour en trouver? C'est sans appel, nos requêtes ne trouveront aucun écho. Et elle est prise une nouvelle fois comme un manque de respect. Vous ne respectez pas notre travail, nous avons commencé nos recherches sans vous attendre. Maintenant, nous devons régulariser le dossier par rapport aux démarches que nous avons entreprises avant votre arrivée. À bout de nerfs, épuisés par notre voyage, nous nous retrouvons chacun à signer une série de papiers. L'exercice prend un temps infini. Mon teint doit être aussi pâle que cette masse de documents à remplir et pourtant je suis de pommade. L'éclairage est glauque, avec ses grands néons au plafond. Les policiers nous demandent l'autorisation de garder un rasoir en plastique et la brosse à dents de Tiphaine pour réaliser des prélèvements ADN. Ils tamponnent nos décharges à l'encre rouge. Tous les Japonais possèdent des hanko, ces petits seaux avec leur nom sculpté, nécessaires pour parapher des documents officiels. Nos policiers manient les leurs avec précision, mais aussi avec beaucoup de lenteur. Vous allez récupérer la valise de votre sœur. Sibylle est interloquée, mais imaginez qu'on nous la vole. N'est-ce pas une pièce à conviction? Et qu'allons-nous faire de cette valise alors que nous n'avons nulle part où dormir? C'est la procédure, nous explique Tomoko. Nous sortons du commissariat déconfit. Je tire la valise de Tiphaine derrière moi. Stanislas sera là dans quelques minutes. Installé devant la gare, dans le coin fumeur, nous lui racontons le déroulement de la journée à son arrivée. Sans préparation, seul pour affronter cette rencontre avec les responsables de la police de Nikko, cette journée a été un fiasco. Les policiers sont déterminés à ne plus rien faire. L'agent de permanence de l'ambassade est prévenu, mais nous ne sommes pas sûrs que nos représentants français vont se décider à réagir. On se sent absolument abandonné dans un pays si particulier, découvrant un des pires aspects de cette culture que Tiphaine aime tant. 22 heures. Nous voilà donc tous les trois dehors, avec la valise de Tiphaine, meurtrie et sans logement. Tous les hôtels, à plusieurs kilomètres à la ronde, sont complets. Romain, le compagnon de Sibylle, peine à nous réserver une chambre. Dans cette période touristique chargée, la dernière solution pour passer la nuit à Nikko est de dormir dans une auberge de jeunesse bondée. Entre le décalage horaire et le ronflement de nos compagnons, l'inquiétude que la valise de Tiphaine puisse être volée et sa simple présence silencieuse sous un lit superposé, symptôme d'une situation inimaginable, impossible de trouver le sommeil. Distribution de somnifères. Merci Damien. Je vais maintenant donner la parole à Anne, la maman de Tiphaine, qui a choisi de nous lire un extrait de Dostoïevski. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Anne, mère de Tiphaine. Pour cette nuit de la lecture organisée par Sublime pour Tiphaine, je vais lire un extrait de L'Idiot de Dostoïevski, un des écrivains préférés de Tiphaine. Pour rappel, L'Idiot, c'est le prince Mychkine qui revient en Russie après un séjour dans un sanatorium suisse et qui retrouve la société mondaine de Saint-Pétersbourg des années 1860. L'idiot au sens naïf, parce que le prince dit ce qu'il pense. C'est un être d'une grande sensibilité, unique, humble, sans la moindre trace d'orgueil. C'est un être impossible parce qu'il ne ment jamais et aime d'amour ou de pitié tous ceux qui l'approchent. Dans L'Idiot, Dostoïevski aborde tous les sujets. Le libéralisme, la peine de mort, la condition des femmes, la religion, la psychologie, l'hypocrisie, la charité, l'amour. Mais le passage que j'ai choisi parle de la sincérité et de la profondeur de l'âme enfantine. Tiphaine aime tellement les enfants. C'est une histoire que Mychkine raconte à la générale Epanchine et à ses trois filles chez qui il est en visite. Là-bas, il y avait des enfants et moi je restais toujours avec les enfants, rien qu'avec les enfants. C'étaient les enfants de ce village, toute la bande qui allait à l'école. Non, je ne leur enseignais rien, pour ça il y avait le maître d'école, Jules Thibault,
Ou c'est-à-dire que si je leur enseignais des choses, mais plutôt j'étais tout le temps avec eux, comme ça. C'est ainsi que mes 4 années se sont passées. Je n'avais besoin de rien d'autre. Je leur disais tout, je ne leur cachais rien. Leur père et leur famille se sont mis en colère parce que les enfants, à la fin, ne pouvaient plus se passer de moi. Ils étaient toujours massés autour de moi. Et le maître d'école est même devenu mon pire ennemi. J'ai eu beaucoup d'ennemis là-bas, et toujours à cause des enfants. Et de quoi avait-il si peur? Un enfant peut tout lui dire, tout. J'ai toujours été frappée par l'idée que les grands connaissent si mal les enfants, même les pères et les mères, leurs propres enfants. Les enfants, il ne faut jamais rien leur cacher, sous prétexte qu'ils sont petits et qu'il est trop tôt pour qu'ils sachent. Quelle idée triste et malheureuse! Et comme les enfants notent bien eux-mêmes que leurs pères pensent qu'ils sont trop petits et ne comprennent rien, alors qu'ils comprennent tout. Les grands ne savent pas qu'un enfant, même dans l'affaire la plus difficile, peut donner des conseils de la plus haute importance. Mon Dieu, quand ce petit oiseau est mais si mignon, vous regarde avec confiance, avec bonheur. Mais on a honte de le tromper. Mais si les gens m'en ont voulu au village, c'est surtout pour une certaine histoire. Thibaut, lui, il était simplement jaloux. Au début, il se contentait de hocher la tête et de s'étonner de ce que les enfants avec moi, ils comprenaient tout, et chez lui presque rien. Et puis il s'est mis à se moquer de moi quand je lui ai dit que lui et moi, nous ne pouvions rien leur apprendre, et que c'est nous qui devions nous mettre à leur école. Et comment pouvait-il être jaloux de moi et me calomnier quand il vivait lui-même avec des enfants? Au début, les enfants, ils m'avaient pris en grippe. J'étais tellement grand, vous savez, j'ai toujours été très empoté. En plus, je sais que je ne suis pas très beau. Et puis aussi le fait que j'étais étranger. Au début, les enfants se moquaient de moi. Et puis, ils se sont mis à me jeter des pierres quand ils m'ont vu embrasser Marie. Et moi, je l'ai embrassée. Juste une seule fois. Non, ne riez pas, dit le prince, se hâtant de devancer un sourire de ses auditrices. Ce n'était pas du tout de l'amour. Si vous saviez quelle créature malheureuse elle était, vous auriez été prise de pitié, comme moi. Elle habitait notre village. Sa mère était une vieille femme. Et dans leur petite maison toute croulante, à 2 fenêtres, il y en avait une de bloquée par une planche, par autorisation des chefs du village. Sur cette planche, on lui permettait de vendre des lacets, du fil, du tabac, du savon, toujours pour quelques sous. Et c'est ce qui les nourrissait. Elle était malade. Ses jambes... Je suis où? Ses jambes ne faisaient qu'enfler, si bien qu'elle restait toujours assise. Marie était sa fille d'une 20aine d'années, toute faible et fluette. Elle avait depuis longtemps un début de phtisie. Mais elle allait toujours de maison en maison, elle se louait au jour le jour pour les travaux les plus pénibles. Elle lavait les planchers, le linge, elle balayait les cours, nettoyait le bétail. Un commis de passage la séduite, il l'emmenait, et 1 semaine plus tard, il la laissait toute seule sur la route. Il est reparti, sans bruit. Elle est rentrée chez elle à pied, en mendiant, toute sale et en loques, les souliers déchirés. Elle avait marché toute une semaine, passé les nuits dehors, elle avait pris très froid, ses pieds étaient en sang, ses mains enflées, gercées. Faut dire que même avant, elle n'était pas très belle, ses yeux seulement qui étaient doux, gentils, candides. Silencieuse, terriblement. Une fois avant, elle travaillait et soudain, elle s'était mise à chanter. Je m'en souviens, les gens se sont tous étonnés. Ils se sont mis à rire. Marie qui chante! Quoi? Marie qui chante? Elle a rougi d'une façon terrible et elle s'est tue après, pour toujours. À ce moment-là, on la choyait encore. Mais quand elle est rentrée malade, martyrisée, là, plus personne n'a éprouvé la moindre compassion. Comme ils sont tous cruels pour ça.
comme leurs idées sur ça sont difficiles. Sa mère, la première, l'a reçue avec rage, avec mépris. Tu m'as déshonorée. Elle a été la première à la livrer à la honte. Quand le village a su que Marie était rentrée, tout le monde a couru pour la voir. C'est presque tout le village qui a couru se masser dans la maison de la vieille femme, les vieux, les enfants, les femmes, les jeunes filles. Tous une foule tellement pressée, tellement avide. Marie était prostrée à même le sol aux pieds de la vieille femme, affamée, en guenilles, elle pleurait. Quand tout le monde est accouru, elle s'est cachée sous ses cheveux défaits. Elle restait là, prostrée, front contre terre. Les gens autour la regardaient comme une bête immonde. Les vieux la condamnaient, l'injuriaient. Les jeunes même riaient, les femmes l'injuriaient. Avec un tel mépris, comme je ne sais pas, une espèce d'araignée. Sa mère permettait ça, et elle y assistait. Elle hochait la tête. Elle les encourageait. Sa mère, à ce moment-là, était déjà très malade. Elle était presque en train de mourir, et elle est morte 2 mois plus tard. Elle savait bien qu'elle était en train de mourir. Mais malgré tout, elle n'a pas eu l'idée jusqu'à sa mort de se réconcilier avec sa fille. Elle ne lui disait même pas un mot. Elle l'envoyait dormir dans le couloir, ne lui donnait presque rien à manger. Elle avait souvent besoin de tenir ses jambes malades dans de l'eau tiède. Marie lui lavait les pieds tous les jours, lui faisait sa toilette. Elle acceptait tous ses services, mais en silence, jamais elle ne lui a dit un mot gentil. Marie supportait tout. Et moi, après, quand j'ai fait sa connaissance, j'ai remarqué qu'elle aussi, elle approuvait tout ça. Et qu'elle aussi, elle pensait qu'elle n'était rien, vous comprenez, la dernière des dernières. Quand la vieille femme s'est alitée définitivement, ce sont les autres vieilles du village qui sont venues prendre soin d'elle par roulement. C'est leur coutume là-bas. Alors Marie, on a complètement cessé de la nourrir. Dans le village, tout le monde la rejetait. Personne ne voulait plus même lui donner du travail comme avant. C'était comme si tout le monde lui crachait dessus. Les hommes même avaient cessé de la considérer comme une femme. Ces saletés qu'il lui disait toujours. Parfois, pas bien souvent, quand il se saoulait le dimanche pour se moquer d'elle, il lui lançait des sous comme ça par terre. Marie les ramassait sans dire un mot. Elle avait déjà commencé à cracher le sang. À la fin, ses guenilles sont vraiment devenues des loques, tellement elle avait honte de se montrer au village. En plus, depuis son retour, elle marchait toujours pieds nus. C'est là, surtout, que les enfants, il y en avait une bonne quarantaine à l'école, se sont mis à se moquer d'elle. Ils lui jetaient même de la boue. Puis quand sa mère est morte, le pasteur, dans l'église, il n'a pas rougi de faire honte à Marie devant toute l'assemblée. Marie se tenait derrière le cercueil, comme elle était dans ses guenilles, elle pleurait. Beaucoup de monde s'était amassé pour voir comment elle pleurerait et comment elle suivrait le cercueil. Et alors le pasteur, est encore un jeune homme et toute son ambition était de devenir un grand prédicateur, s'est retourné vers les gens, il a désigné Marie. Voilà celle qui a causé la mort de cette respectable femme. Ce n'était pas vrai, elle était déjà malade depuis 2 ans. Regardez-la devant vous. Elle n'ose même plus lever les yeux parce qu'elle est marquée par le doigt du Seigneur. Regardez-la pieds nus et en guenilles. Un exemple pour celles qui perdent leur vertu. Et qui est-elle? Sa fille? Et ainsi de suite, dans le même genre. Et figurez-vous, cette bassesse, elle a plu presque à tout le monde. Mais là, il y a eu une histoire toute spéciale. Ici, ce sont les enfants qui sont intervenus. Parce qu'à cette époque, les enfants étaient déjà tous de mon côté. Ils aimaient tous Marie. Voilà comment c'est arrivé. J'avais eu envie de faire quelque chose pour Marie. Il fallait absolument lui donner de l'argent. Mais moi, là-bas, de l'argent, je n'en avais jamais. Je possédais une petite épingle en diamant. Je l'ai vendue à un brocanteur. Il passait de village en village et il vendait des fripes. Il m'a donné 8 francs. Elle en valait au moins 40.
J'ai longtemps essayé de voir Marie toute seule. Nous avons fini par nous retrouver derrière le village près d'une haie, sur un chemin de traverse vers la montagne derrière un arbre. Là, je lui ai donné les 8 francs et je lui ai dit qu'elle les garde précieusement parce que je ne pourrais plus en avoir d'autres. Et puis je l'ai embrassée et je lui ai dit qu'elle ne pense pas, je ne sais pas, que j'ai de mauvaises intentions et que si je l'embrassais, ce n'était pas du tout que j'étais amoureux d'elle, mais que je la plaignais de tout mon cœur et que dès le début, je ne l'avais jamais crue coupable de quoi que ce soit, mais seulement malheureuse. J'avais très envie, là, maintenant, de la consoler et de l'assurer qu'il ne fallait pas qu'elle se croie aussi indigne devant les autres. Mais je ne pense pas. Mais je pense qu'elle ne m'a pas compris. Cela, je l'ai remarqué tout de suite, même si pendant tout ce temps, elle n'a presque rien dit. Elle restait devant moi, les yeux baissés, terriblement confuse. Et quand j'ai fini, elle m'a baisé la main. Et moi, tout de suite, sa main, je la lui ai reprise. Et je voulais la baiser à mon tour, mais elle me l'a arrachée très vite. Soudain, à ce moment-là, les enfants nous ont vus, toute une foule. Après, j'ai su qu'ils nous avaient épiés depuis longtemps. Ils se sont mis à siffler, à taper des mains, à rire, et Marie s'est enfuie à toutes jambes. Je voulais leur parler, mais eux, ils sont pris à me jeter des pierres. Le jour même, tout le monde le savait dans tout le village. Là, ça s'est encore retourné contre Marie. Ils se sont mis à la détester encore plus. J'ai même entendu dire qu'ils voulaient la punir. Mais Dieu soit loué, ça s'est passé tout seul. Mais les enfants, par contre, ils ne la laissaient plus tranquille. Ils se moquaient d'elle de plus en plus, ils lui jetaient de la boue, ils la chassent, elle s'enfuit devant eux avec sa poitrine malade. Elle n'arrive plus à retrouver son souffle. Eux, ils la suivent, ils crient, ils lui lancent des insultes. Une fois, je me suis même jetée sur eux pour me battre. Alors, j'ai commencé à leur parler. Je leur parlais tous les jours, dès que je pouvais. Eux, de temps en temps, ils s'arrêtaient, ils m'écoutaient, même s'ils continuaient leurs insultes. Je leur ai raconté à quel point Marie était malheureuse. Bientôt, ils ont arrêté les insultes. Ils partaient sans rien dire. Petit à petit, nous sommes mis à parler, et moi, je ne leur cachais rien. Je leur ai tout raconté. Eux, ils m'écoutaient avec beaucoup de curiosité. Bientôt, ils ont commencé à la plaindre. Certains, quand ils la croisaient, l'ont saluée d'une façon gentille. C'est la coutume, là-bas, quand on se croise. Qu'on se connaisse ou non, on se salue, on se dit bonjour. J'imagine comme Marie d'y être surprise. Une fois, 2 petites filles sont parties chercher de quoi manger. Elles sont allées la voir, lui ont donné, et puis elles sont revenues me le dire. Elles disaient que Marie s'était mise à pleurer et que maintenant elle l'aimait toute très fort. Bientôt, c'est tout le monde qui l'aimait, et en même temps, ils m'ont aimé aussi tout d'un coup. Ils se sont mis à venir me voir, souvent, et ils me demandaient toujours de raconter. Je crois que je racontais bien parce qu'ils adoraient m'écouter. Et puis après, moi, je faisais mes études et je lisais dans un seul but, pour tout leur raconter ensuite. Et puis, pendant 3 ans, je leur racontais. Et puis, quand on m'a accusé de leur parler comme à des grands et de ne rien leur cacher, j'ai répondu que c'est une honte de leur mentir, qu'ils savaient de toute façon, malgré tous les efforts pour leur cacher, et qu'ils apprendraient tout, sans doute, d'une façon sale, alors que, venant de moi, ce ne serait pas sale. Il suffisait que chacun se souvienne de sa propre enfance. Non, ils ne voulaient pas. Marie, je l'avais embrassée encore 2 semaines avant la mort de sa mère. Quand le pasteur prononçait son sermon, tous les enfants étaient déjà de mon côté. Je leur ai tout de suite raconté et je leur ai expliqué ce qu'avait fait le pasteur. Ils sont tous mis en colère contre lui et certains même ont lancé des pierres dans ses carreaux. Je les ai arrêtés parce que ce n'était plus bien du tout. Mais le village l'a appris tout de suite et là tout le monde m'accusait comme quoi j'ai perverti les enfants. Puis tout le monde a appris que les enfants aimaient Marie. Ils ont eu une peur terrible. Mais Marie était déjà heureuse. Ils ont même interdit aux enfants de lui parler. Mais eux, ils couraient en cachette.
assez loin, presque une demi-verste du village. Il lui portait du pain. Il y en avait même qui ne couraient que pour la prendre dans leurs bras, lui donner un baiser, dire « Je vous aime, Marie !» et revenir aussitôt à toutes jambes. Marie, ce bonheur, tout d'un coup, elle en est presque devenue folle. Elle n'imaginait même pas ça en rêve. Elle avait honte et elle était heureuse. Et surtout les enfants adoraient, surtout les filles. Courir jusque chez elle pour lui dire que je l'aimais, que je parlais beaucoup d'elle. Il lui racontait tout ce que je leur avais dit, et qu'à présent il l'aimait tous. Il la plaignait, et qu'il le ferait toujours. Puis il passait me voir en coup de vent, et il me rapportait leur petit visage si sérieux, si soucieux, qu'il venait de voir Marie et que Marie me saluait. Le soir, j'allais jusqu'à la cascade. C'était un endroit qu'il n'y avait pas moyen de voir depuis le village. Les peupliers croissaient autour, et c'est là qu'ils accouraient vers moi chaque soir, certains même en se cachant. Il me semble que pour eux, mon amour envers Marie était un plaisir terrible. Et cela, c'est le seul moment de ma vie là-bas où je les ai trompés. Je n'ai pas voulu leur dire que je n'aimais pas du tout Marie. Je veux dire que je n'étais pas amoureux d'elle. Que j'avais juste pitié d'elle. Je voyais avec tous les signes qu'ils préféraient tous ce qu'ils avaient eux-mêmes imaginé et établi entre eux. Et c'est pourquoi je me taisais et les laissais croire qu'ils avaient deviné juste. Et puis ils étaient tendres et délicats, leurs petits cœurs. Par exemple, il leur apparut impossible que leur gentil Léon aime tellement Marie et que Marie, elle reste si mal vêtue et sans souliers. Vous vous imaginez? Ils lui ont déniché et des souliers, et des bas, et du linge, et même une robe. Comment ils y sont arrivés? Je me le demande. Quand je leur ai posé des questions, ils m'ont juste répondu avec des rires joyeux. Et les petites filles battaient des mains et venaient m'embrasser. Parfois, moi aussi en cachette, j'allais voir Marie. Elle était déjà très malade et elle marchait avec peine. Elle s'asseyait à l'écart, il y avait un rocher presque à pic et une saillie sur ce rocher. Elle s'asseyait là, dans un coin, cachée de tout, sur cette pierre. Et elle restait comme ça, presque sans mouvement toute la journée, du matin jusqu'à l'heure où les bêtes rentraient. Elle était déjà si faible avec sa phtisie, et qu'elle restait le plus souvent assise, les yeux fermés, la tête appuyée sur la pierre, et elle somnolait, le souffle lourd. Son visage était devenu squelettique. La sueur perlait sans arrêt sur le front et les tempes. C'est ainsi que je la trouvais. Je venais pour une minute et moi non plus je n'avais pas envie qu'on me voie. Dès que je me montrais, Marie était prise d'un tressaillement. Elle ouvrait les yeux et se précipitait pour me baiser les mains. Je la laissais faire parce que c'était sa joie. Tout le temps que je restais avec elle, elle tremblait et pleurait. C'est vrai qu'elle essayait de me parler plusieurs fois, mais on avait du mal à la comprendre. Elle pouvait être comme folle dans une agitation et dans une exaltation terrible. Parfois les enfants m'accompagnaient. Dans ce cas-là, généralement ils se tenaient un peu à l'écart et ils montaient la garde, contre je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais ça leur plaisait d'une façon extraordinaire. Quand nous étions partis, Marie restait seule, la tête appuyée sur la pierre. Peut-être qu'elle faisait des rêves. Puis un matin, elle est restée chez elle, dans sa maison déserte. Les enfants l'ont vue tout de suite. Ils sont tous succédés pour lui rendre visite. Elle était couchée dans son lit, absolument toute seule. Pendant 2 jours, ce sont les enfants qui se sont occupés d'elle. Ils accouraient à tour de rôle. Et puis, quand le village a su que Marie était vraiment en train de mourir, alors les vieilles femmes sont allées la voir pour rester avec elle et la veiller. Je crois qu'au village, ils avaient commencé à avoir pitié d'elle. Toujours est-il qu'il ne retenait plus les enfants et ne les grondait plus. Marie était tout le temps somnolente, elle avait un sommeil inquiet. Elle toussait d'une façon terrible. Les vieilles chassaient les enfants, mais eux, ils couraient vers la fenêtre, parfois juste pour une seule minute, juste pour lui dire « Bonjour, bonne Marie !» Et elle, sitôt qu'elle les voyait,
Dès qu'elle les entendait, elle se ranimait tout entière et d'un seul coup, sans écouter les vieilles, elle essayait de se redresser sur son coude et leur faisait signe de la tête, elle les remerciait. Eux, comme avant, ils lui apportaient des gâteaux, mais ne mangeaient presque plus. Grâce à eux, je vous assure, elle est morte presque heureuse. Grâce à eux, elle a oublié son malheur noir. Elle a comme reçu leur pardon, parce que, jusqu'à la toute fin, elle se prenait comme une grande criminelle. Eux, comme de petits oiseaux, ils s'agitaient à tire-d'aile autour de sa fenêtre et lui criaient chaque matin « Nous t'aimons, Marie !» Et elle est morte très vite. Je pensais qu'elle vivrait beaucoup plus. La veille de sa mort, avant le coucher du soleil, j'étais venue la voir. Je crois qu'elle m'a reconnue. Et je lui ai serré la main pour la dernière fois. Comme elle s'était desséchée, cette main. Et là, brusquement, le matin, on vient me dire que Marie est morte. Là, il n'y avait plus aucun moyen de retenir les enfants. Ils ont tout orné son cercueil de fleurs. Et ils lui ont mis une couronne sur la tête. Le pasteur dans l'église avait cessé de lui faire honte. Et puis, à son enterrement, il y avait très peu de monde. Comme ça, des curieux. Juste quelques-uns. Mais quand il a fallu porter le cercueil, tous les enfants se sont précipités pour le porter eux-mêmes. Ils aidaient, ils couraient tout autour du cercueil et ils pleuraient. Depuis ce temps, les enfants vont toujours sur la tombe de Marie. Ils lui mettent des fleurs tous les ans. Ils ont planté des rosiers. Mais c'est depuis l'enterrement que ma persécution au village a vraiment commencé à cause des enfants. Les principaux instigateurs, c'étaient le pasteur, les maîtres d'école. Les enfants ont eu l'interdiction formelle de me voir. Mais nous réussissions à nous voir malgré tout. On s'expliquait de loin par signe. Ils m'envoyaient aussi leurs petits mots. Par la suite, tout s'est arrangé, mais sur le moment, c'était très bien. Je me suis même rapprochée davantage des enfants avec cette persécution. La dernière année, j'ai même presque fait la paix avec le maître d'école et le pasteur. Il m'a parlé longtemps. Il a longtemps voulu me persuader que mon système était nuisible pour les enfants. Quel système? Quel système pouvais-je bien avoir? Finalement, il m'a dit une de ses idées les plus étranges. C'était déjà juste avant que je reparte. Il m'a dit qu'il était tout à fait convaincu que j'étais moi aussi un enfant absolu. Et que c'était juste par la taille et le visage que je ressemblais à un adulte. Mais que mon développement, mon âme, mon caractère et peut-être même mon intelligence faisaient que je n'étais pas adulte et que je resterais comme ça, même si je vivais jusqu'à 60 ans. J'ai beaucoup ri, il se trompait bien sûr, parce que en quoi je suis si petit? Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que vraiment je n'aime pas être avec les adultes. Les gens, les grands, et ça je l'ai noté depuis longtemps, je n'aime pas parce que je ne sais pas. Quoi qu'ils puissent me dire, même s'ils sont très gentils avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours du mal quand je suis avec eux. Et je suis heureux terriblement quand je peux vite partir rejoindre mes camarades, et mes camarades, ils ont toujours été des enfants. Et pas parce que je suis un enfant moi-même, mais parce que j'ai toujours été comme appelée vers les enfants. Quand au tout début de ma vie dans ce village, quand je partais tout seul avec cette douleur dans les montagnes, quand je marchais tout seul, j'ai commencé à rencontrer de temps en temps, surtout vers midi, quand on les libérait de l'école, toute leur bande. Comme ils criaient, comme ils couraient avec leurs petits sacs et leurs ardoises sur le dos, leurs cris, leurs rires, leurs jeux. Moi, c'était toute mon âme qui commençait d'un coup à s'élancer avec eux. Je ne sais pas, mais je me suis mis à ressentir un genre d'impression d'une force et d'un bonheur extrême à chaque fois que je les rencontrais. Je m'arrêtais, je riais de bonheur quand je voyais ces petits pieds menus, toujours courants, toujours en mouvement. Les petits garçons, les petites filles qui couraient ensemble, leurs rires, leurs larmes.
parce que beaucoup d'entre eux avaient déjà eu le temps de se battre, de pleurer, de se réconcilier et de se remettre à jouer, le temps qu'ils courent de l'école jusque chez moi. Et j'oubliais alors toute ma douleur. C'est Sibylle qui va lire un extrait des Misfits de Arthur Miller et j'envoie la vidéo. J'espère que ça a marché. Les Misfits d'Arthur Miller, qui a donné lieu au film du même nom, avec notamment Clark Gable et Marilyn Monroe. Et donc Arthur Miller a écrit son livre vraiment comme un film. Et c'est l'histoire de Roselyne qui se lie d'amitié avec une bande de cow-boys. Et c'est un livre, un film, enfin une œuvre sur le déclin du mythe du cow-boy, justement. Voilà. Isabelle est apparue sur le seuil, retenant la porte et plissant les yeux contre le soleil du matin. Son bras gauche est en écharpe, mais elle a un réveil à la main. C'est un garçon manqué de 60 ans, dont la chevelure est troussée à la façon des années 20, à la Buster Brown. Ce qui dénote en passant un certain dédain pour le détail, car ce genre de coiffure n'a que rarement besoin d'un coup de peigne. Elle est vêtue d'un vieux peignoir qu'elle maintient fermé avec les coudes. Son nez et ses joues sont légèrement teintés de rouge. Sa voix sifflante se casse parfois, son débraillé. L'indulgence amusée avec laquelle elle observe le monde ne laisse pas de faire un peu penser à une épave humaine, à une belle intelligence gaspillée. Mais dès ses premiers mots, qui la font tousser et se racler la gorge, on sent comme une grande bonté émaner d'elle. Sa manière abrupte de s'exprimer est exempte de sentimentalisme. Elle semble ne jamais rien attendre en échange de ce qu'elle donne. Le genre de femme à remercier son bourreau, à s'excuser de l'avoir fait se lever de si bonne heure. En fait, elle n'a guère à offrir aux gens que du désespoir, et pourtant elle n'a jamais rencontré un être humain qu'elle ne fût prête à absoudre. Une ombre d'accent du sud adoucit sa parole. En la voyant, Guido a envie de sourire. La plupart des gens ont envie de sourire quand ils la voient. Elle est là, sur le pas de la porte, les yeux plissés comme un Indien, tandis qu'elle attend qu'ils lui disent l'heure. Il regarde sa montre. Comme si elle mettait en accusation toute la corporation horlogère, elle ajoute. J'ai 6 ou 7 pendules dans ma turne, et il n'y en a pas une seule qui marche. 9h20. Déjà? Isabelle fait un pas en avant et crie vers la fenêtre du second. Chérie, 9h20. Pas de réponse. Chérie. Roselyne apparaît derrière le rideau. C'est à peine si l'on peut distinguer ses traits. Sa voix est excitée. J'en ai pour 5 minutes. Et vous? Moi, je suis prête. Je viens de donner un coup de fer à mon écharpe. L'avocat a dit la demi-juste, chérie. Ça ira. Isabelle, entendant démarrer le moteur de la Cadillac, se retourne. Guido, qui était au volant, ressort et va écouter le ronron sous le capot. Elle vient à lui. Elle tient toujours ce réveil qu'elle a oublié de remettre à l'heure, ou peut-être de remonter. Isabelle. J'espère que vous n'êtes pas du genre pingre, vous. Elle est toute neuve, cette bagnole. Elle vaut un bon prix. Guido. C'est le kilométrage exact, ça? 30 kilomètres? Isabelle. Oh, nous ne nous sommes servis que 2 fois. Tout ça à cause de ces fichus mâles de Renault. Ils le font exprès de provoquer des accidents, histoire de pouvoir engager la conversation. Ensuite, avec un sourire d'orgueil, elle continue. C'est une fille à vous couper le souffle, vous savez. Voix de Roselyne. Vous pouvez monter une seconde, Ise? Isabelle vers la fenêtre. J'arrive, chérie. Elle se retourne vers Guido, qui cherche à distinguer la silhouette derrière le rideau. Allons, tâchez de faire un petit effort. La carrosserie est un peu amochée, d'accord, mais c'est quand même une voiture toute neuve. Le cadeau de divorce du mari. Guido. Parce qu'on fait des cadeaux de divorce à présent? Isabelle. Et pourquoi pas? Moi, mon ancien mari, à chaque anniversaire de notre divorce, il m'envoie une rose jaune dans un pot. Jamais il n'a laissé passer une seule fois, et ça va faire 19 ans en juillet. Elle est déjà son amie, elle rit en se penchant vers lui, en lui pinçant le bras. Il ne m'a jamais payé ma pension alimentaire, remarquez, mais moi, je ne suis pas du genre à mettre un homme sur la paille. S'il ne s'y met pas lui-même, je veux dire. Elle repart vers le porche. Guido. Et c'est dans cette voiture que vous êtes cassé le bras? Isabelle. Non, non. Ça, c'est ma dernière pensionnaire, avant celle-ci. Nous avions fêté son divorce ensemble et enfin quoi. Je n'avais pas été très bien avec elle, voilà. C'est que je suis si malade, si lasse. Et tout d'un coup, elle éclate presque en sanglots et disparaît dans la maison. Guido, dont l'intérêt est éveillé, jette un nouveau coup d'œil vers la fenêtre. Puis il tire un bloc-notes et un crayon et se met à tourner autour de la voiture, inscrivant les dommages.
À l'intérieur de la maison, Isabelle se hâte. Elle grimpe l'escalier, entre dans une chambre. Ici, c'est le chaos. Secrétaire au tiroir béant, lit recouvert de lettres, d'objets de toilette, de magazines, de papillotes. De la penderie, Roselyne crie. On pourrait répéter encore une fois mes réponses, vous ne croyez pas, Ise? Bien sûr, chérie. Et Isabelle extrait une petite feuille de papier insérée sous le cadre d'un miroir. Elle s'assied sur le lit, chausse des lunettes fatiguées. Voyons ça. Votre mari, monsieur Raymond Tabert, a-t-il fait preuve de cruauté envers vous? Pas de réponse. Chérie? Après un moment. Eh bien, oui. Isabelle. Contentez-vous de dire oui, chérie. Une fille blonde fait soudain une irruption en tirant sur sa robe. Elle va au bureau, part en quête de quelque chose dans le désordre de flacons, de papiers et d'objets hétéroclites. En même temps, elle se recoiffe devant la glace. Tout chez elle semble ordonné, mais en même temps à la merci des remous. Elle peut ne s'occuper que de sa beauté et l'oublier à la seconde, en tournant la tête si vite que ça dérange l'ordonnance de ses cheveux. Et sa robe sort du pressing, mais voilà qu'elle se jette soudain à quatre pattes pour regarder sous le lit. Sa vivacité naturelle est sans cesse contredite par l'expression songeuse du regard. Elle a un rapide coup d'œil vers Isabelle. Roselyne. Oui. Elle ajuste sa robe devant la glace en se concentrant sur l'effort qu'exigent ses réponses. Tant de choses à faire, tant de problèmes à résoudre, tant d'événements qu'on traverse. Il reste toujours cette part de complète solitude qui fait d'elle comme un petit enfant dans une nouvelle école, désemparée, cherchant passionnément alentour quelques figures amies. Isabelle, continuant à lire son papier. Et sous quelle forme cette cruauté se manifestait-elle? Roselyne. Qu'est-ce qu'il faut répondre déjà? Isabelle lisant. Il persistait à ignorer mes désirs et mes droits les plus élémentaires. Il a souvent eu recours contre moi à la violence physique. Elle lève les yeux. Il persistait à ignorer... Roselyne s'interrompt, très troublée. Je dois vraiment dire ça, Ise? Je ne pourrais pas me contenter de dire qu'il n'était jamais là? Vous comprenez? Ce n'est pas qu'il était de marbre, mais voilà, il n'était simplement pas là. Mais chérie, si c'était un motif de divorce, ça, il ne resterait pas 10 couples dans tous les États-Unis. Bornez-vous à répéter. Dehors, un klaxon d'auto. Isabelle court vers la fenêtre. En bas, Guido empoche son bloc-notes. Ils vont convoquer leur expert au bureau pour l'évaluation. Roselyne apparaît derrière Isabelle. Ce n'était pas ma faute, vous savez, les accidents. C'est la première fois que Guido la voit, tamisé encore par le voile de la fenêtre, mais avec plus ou moins de netteté. Il est étrangement embarrassé et honteux de sa propre gaucherie. Je vais tâcher de vous en obtenir le meilleur prix, mademoiselle. Vous pouvez la prendre à présent, j'y ai mis une batterie. Ah, je ne monterai plus jamais dans cette auto-là, nous prendrons un taxi. Vous partez tout de suite, je pourrais vous emmener dans la dépanneuse. Épatant, 2 minutes. Dépêchez-vous de vous habiller, Ise. N'oubliez pas que c'est vous mon témoin. Isabelle agrippe le bras de Roselyne dans un bref accès de sentimentalisme. Ce sera la 77e fois que je vais servir de témoin pour un divorce, chérie. 2 fois 7, ça porte la chance. Oh, Ise, je le voudrais tant. Roselyne sourit, mais une ombre de peur, de gêne et de regret reste au fond de ses yeux. La vieille dame sort précipitamment de la chambre en défaisant la cordelière de son peignoir de sa main valide.